Salut les geeks et salut les geekettes, bienvenue dans ce 101% du lundi, le lundi jour de la lune, qui suit le dimanche jour du Seigneur et qui précède le mardi le jour de Mars, qui lui-même précède le mercredi le jour de Mercure. Et vous allez me demander pourquoi est-ce que je vous dis ça? Et parce qu'en fait aujourd'hui lundi, on aura les jeux téléchargeables, on aura Oscillation, j'ai besoin de lunettes, et le Hidden Palace. Et tout de suite, parce qu'on est lundi, le jour de la lune, on commence par les news. La Wii vient de connaître sa 4e grosse mise à jour, sans doute la plus importante qu'elle ait connue car elle comble une lacune. En effet, les amateurs de jeux téléchargeables et de consoles virtuelles étaient limités par les 512 tout petits mégas dont disposait la mémoire flash de la console. On pouvait bien évidemment stocker ces jeux sur une carte SD dotée d'une capacité de stockage importante, mais il était impossible de jouer à partir de celle-ci. Eh bien, ce temps est révolu, car depuis mercredi dernier, on peut jouer directement sur ces cartes SD en ayant téléchargé la mise à jour. C'est d'autant plus intéressant qu'il existe désormais des cartes SD de 32 Go. De plus, grâce à cet update, on peut transférer et non plus seulement copier ses chaînes sur sa SD, un peu comme un coupé-collé. Par contre, les sauvegardes des jeux devront rester dans la mémoire interne de la Wii. Mais les 512 mégas de la console suffisent dans ce cas-là. Nintendo a le sens de la mise en scène, car cette mise à jour était disponible juste après son annonce faite par Iwata Satoru lors de la Game Developer Conference 09. Pour tous les amateurs de jeux de stratégie sur console, Ubisoft vient de mettre à la disposition des joueurs sur le PSN et le Xbox Live un nouveau contenu téléchargeable pour Tom Clancy's End War. Accessible gratuitement, le vétéran Map Pack comprend 2 missions exclusives jouables en mode escarmouche. Celles-ci se déroulent sur des champs de bataille inédits, une base spatiale russe et une réserve pétrolière située aux États-Unis. Attendu pour le 7 avril sur PC, le 8 avril sur XBLA et le 9 avril sur PSN, voici les dernières images de Flock. Ce titre Capcom permettra, comme nous le montrent ces images, de jouer en coop. Les joueurs devront ainsi s'entraider pour influer sur l'environnement et ainsi parvenir à enlever des moutons en les menant jusqu'à leur vaisseau mère. Visuellement très accrocheur, ce jeu téléchargeable est l'un des gros titres d'avril. Un mois qui s'annonce d'une richesse incroyable, puisque l'on devrait également voir débarquer, entre autres, un certain Outrun. Et puis voici également un petit trailer de Secret Files 2 Puritas Cordis. Ce jeu d'aventure prévu sur PC, Wii et DS est annoncé pour le 7 mai prochain et met en scène une société secrète à même de provoquer des catastrophes naturelles. Un scénario qui n'est pas sans rappeler un certain Disaster Day of Crisis. Espérons maintenant que Secret Files 2 soit un peu plus réussi. Clu, 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 petit poisson bubblegum, clu, 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 bienvenue parmi les hommes. C'est à peu près en ces termes que s'est adressé à moi le docteur Lacave en me disant « Ah, tiens, tu sais, aujourd'hui, les jeux téléchargeables, ça va être Clucluland. C'est un petit poisson tout rond et puis il fait des bulles. » Bien, d'accord. Merci docteur Lacave. Tout de suite, jeu téléchargeable Clucluland. Encore une fois cette semaine, l'actu est ultra riche pour les jeux téléchargeables. Le Xbox Live Arcade poursuit ses Arcade Days alors que la console virtuelle accueille un nouveau type de machine, l'arcade. Par contre, sur PSN, un seul petit jeu, Burn Zombie Burn. Et malheureusement, il est 18+, donc impossible d'en parler ici. Alors on l'esquive pour commencer tout de suite avec le XBLA. Ce sont les Arcade Days sur Xbox 360 et cette semaine, le XBLA continue dans sa lancée jeu de société. Le célèbre jeu de cartes Uno revient dans une version vidéoludique Uno Rush. Il tire bien sûr parti des capacités de la machine pour proposer des parties multijoueurs en local ou en ligne. Car avant tout, Uno est un jeu social, c'est-à-dire qu'il est fait pour être joué entre amis ou en famille. Le principe du jeu, comme souvent, est d'être le premier à se débarrasser de ses cartes.
Il faut donc bien gérer son jeu et ses couleurs et savoir tirer parti des cartes pièges. Uno Rush est une bonne alternative virtuelle pour tous ceux qui n'ont pas 4 amis sous la main. Cette semaine, ce n'est pas vendredi mais mercredi que la console virtuelle a effectué sa mise à jour. La raison est toute simple, elle était quasi simultanée à l'intervention de Iwata Satoru, président de Nintendo à la Game Developers Conference 2009. Cette update marque l'arrivée très attendue de titres arcade sur la plateforme console virtuelle. Le catalogue rétro de la Wii va ainsi s'étoffer de manière drastique. Et pour fêter ça, 4 grands succès de l'arcade rejoignent les rangs des classiques de la console virtuelle. Gaplus peut être considéré comme la suite de Galaga, un shoot 'em up qui était la réponse directe de Namco aux Space Invaders de Taito. Le joueur dirige un vaisseau et doit vaincre des vagues d'ennemis tout en évitant leurs assauts. Mais dans cette version, on pourra également capturer certains ennemis et les inciter à combattre pour notre propre cause. Mappy est également un titre majeur de l'éditeur Namco à mettre aux côtés de Pac-Man. Mappy est une petite souris policière qui doit tout faire pour retrouver le butin caché par les chats cambrioleurs dans une énorme maison. Ce titre possède une mécanique de jeu très agréable et un chara-design certes vieillot mais ambitieux. Mappy est de plus affublé d'un thème musical qui reste longtemps en tête, ce qui fait bien souvent partie du charme de ces jeux dont on devient si vite nostalgique. Même si ce titre n'est pas très connu chez nous, Tower of Druga est une institution au Japon. Le joueur contrôle le chevalier Gilgamesh, connu sous le nom de Gil. Son objectif, traverser la terrible tour de Druga. Une tour magique où à chaque étage un tableau est créé aléatoirement, le but étant de trouver une clé pour passer au niveau supérieur. Gil peut utiliser ses talents de bretteur afin d'éradiquer les monstres envahissant la tour démoniaque. Voilà une occasion unique de découvrir un grand classique de l'arcade mais connu chez nous. La NES est une console de légende qui a accueilli de très nombreux héros. Si le public connaît bien Mario, Link, Pete ou encore Stanley, très peu de joueurs sont familiers de Bubbles, le poisson de Clou Clou Land. Il faut dire que le jeu n'a pas su s'imposer face à ses prestigieux concurrents. Et pourtant, il possède ce petit quelque chose qui permet à un jeu de se bonifier avec le temps. Clou Clou est en fait une transcription du titre japonais Kulu Kulu Lando, Kulu Kulu signifiant tourner sur l'archipel. Il est d'ailleurs étonnant que le jeu ait vu son titre officiel japonais adapté pour le marché occidental. Le joueur dirige donc Bubbles, un petit poisson rouge qui doit retrouver les lingots qui ont été volés et disséminés un peu partout dans l'océan par les oursins. Il aura pour mission de tous les retrouver. Derrière ce scénario simplet se cache un titre qui parvient à réunir les ingrédients du jeu d'arcade rétro et du puzzle game. La vue est du dessus, un peu comme dans les jeux d'arcade de type Pac-Man et les niveaux sont parsemés de piquets. Bubbles ne peut se déplacer qu'en ligne droite, ce qui n'est pas très pratique, avouons-le. Par contre, il peut se servir des piquets pour changer d'axe à l'aide de ses bras. La touche de gauche tend le bras gauche, alors que la touche de droite tend naturellement le bras droit. Il faut donc alterner entre bras droit et bras gauche pour pouvoir se diriger sereinement dans le pays de Clou Clou. En passant entre certains piquets, les lingots feront leur apparition. Et c'est là tout le principe du jeu, puisqu'il faut trouver tous les lingots disponibles dans un tableau. Leur nombre est d'ailleurs indiqué en haut de l'écran. La plupart du temps, ils forment un dessin, ce qui permet aux joueurs observateurs d'anticiper l'emplacement des autres lingots. Une fois la forme obtenue, on peut passer au niveau suivant, où Bubbles ira plus vite et le nombre d'obstacles augmentera. Parce que bien évidemment, le joueur doit rapidement faire face à des ennemis et des pièges. Par exemple, les tourbillons emportent Bubbles en lui ôtant irrémédiablement une vie. Ces tourbillons étant toujours placés aux mêmes endroits, ils forcent le joueur à établir de nouvelles trajectoires. Les oursins sont des ennemis mobiles qui se déplacent aléatoirement. Notre ami le poisson rouge dispose heureusement d'un sonar capable de les assommer. Pour les achever, le joueur doit les fracasser contre un mur, ce qui permet d'assurer la tranquillité du niveau, mais également d'obtenir un petit pécule de points. Car Clou Clou Land est un jeu à l'ancienne, et c'est donc la course au high score qui prévaut. Celle-ci prend d'ailleurs une toute autre ampleur à 2 joueurs. Car d'un côté, il faut collaborer pour clore un niveau le mieux possible, et de l'autre, il faut se tirer la bourre et faire des coups bas pour obtenir le plus de points possible. Un système de jeu coop versus bien vicieux pour les plus compétitifs. Il faut admettre que Clou Clou Land est loin de révolutionner le monde du jeu vidéo. Cependant, même à notre époque, il dégage une fraîcheur agréable. L'habile mélange entre jeu d'arcade et puzzle game est toujours aussi efficace et étonnant. Essayer de trouver les lingots et de deviner les formes est un vrai délice, surtout à 2 joueurs lorsque les pronostics vont bon train. Quand on parle de la NES, il est clair qu'on évoque très rarement Clou Clou Land.
Pourtant, il reste l'un des grands classiques de cette console, aux côtés des Mario, Zelda, Ice Climber, Kid Icarus, Punch-Out, etc. L'ambiance rétro NES du titre est un bonheur pour les vétérans du pad. Les lingots ressemblent au rubis de Zelda. Le bruit que fait Bubbles quand il percute un mur fait tout de suite penser au son accompagnant un saut de Mario. Et des clins d'œil se dissimulent dans les dessins à découvrir. Pourtant, on n'a jamais revu Bubbles, le poisson rouge, dans un autre jeu. Si ce n'est quelques apparitions dans Donkey Kong King of Swing ou encore Super Smash Bros. Brawl. Les oursins de Clou Clou Land apparaissent en effet en tant qu'objet dans ce titre et servent de piège. Peut-être un jour assisterons-nous à l'avènement d'une nouvelle ère Clou Clou Land. En attendant, Nintendo met à notre disposition ses plus grands trésors via la console virtuelle, alors pillons-les avec délice. Oui, je sais, vous allez me dire, oh, encore Super Mario, toujours Super Mario Land. Mais Super Mario, il est tellement mignon, Mario, avec sa moustache, sa casquette, sa petite jupette, tellement mignon qu'on a envie de lui offrir des fleurs. Hein. Alors, moi, je n'ai qu'une seule envie, c'est de dire aussitôt, oscillation. Ça, c'était bien pourri, hein, quand même, j'ai un peu honte. Bonjour et bienvenue au deuxième épisode d'Oscillation dédié à notre petit plombier moustachu préféré. Aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'oreille plus attentif à la musique de Super Mario Land, le premier volet de la série sorti pour une console portable, à savoir la Game Boy. Ici, ce n'est pas Kondo Koji qui compose, mais Tanaka Hirokazu, compositeur célèbre entre autres pour son travail dans Donkey Kong ou encore Metroid. Dès le premier monde, le royaume Birabuto, Tanaka Hirokazu rend hommage au thème original de Kondo Koji. Cette musique insouciante et dansante imite le déplacement du personnage et on peut maintenant plus clairement distinguer les bruitages des pièces. La musique du royaume Muda est également pleine de légèreté. Elle est presque sautillante et traduit ainsi à merveille l'environnement dans lequel doit évoluer le personnage. Cette musique à caractère très clairement oriental peut entre autres être rencontrée dans le tout premier donjon. La raison pour laquelle Tanaka Hirokazu a choisi de rendre cette musique orientale est évidente. Si on observe le décor, on peut y trouver des hiéroglyphes et certains des monstres ressemblent au sphinx. Pas de doute, on se trouve bien en Égypte. La musique du souterrain se sert des mêmes moyens que la musique originale dans le premier volet de Super Mario Bros. Voici un rappel de la musique originale. Et voilà la musique dans Super Mario Land. Comme dans l'original, la mélodie est à une voix, il y a de nombreux silences et Tanaka Hirokazu a même ajouté un léger décalage pour imiter une réverbération. Mais contrairement à la musique originale, qui était très chromatique, la musique du souterrain de Super Mario Land n'est pas particulièrement angoissante, car elle ne comporte pas de chromatisme et se trouve dans une gamme majeure. Il est intéressant de remarquer que pour la musique de l'étoile d'invincibilité, Tanaka Hirokazu a choisi de réutiliser une œuvre de la musique savante. Il s'agit du célèbre Cancan de Johann Strauss. En voici un extrait dans la version originale. Il se peut que Tanaka Hirokazu l'ait utilisé pour représenter l'agitation dans laquelle se trouve le personnage, vu que l'étoile n'a qu'une durée limitée.
À la semaine prochaine pour un épisode d'Oscillation entièrement dédié à Super Mario Kart. Et donc oui, j'aurais dû réfléchir avant puisque j'ai déjà parlé du Docteur Lacave et que je vais pas encore reparler de lui, même si le Hidden Palace, c'est quand même lui et qui va parler de Virtua Fighter. J'aurais pu dire « Oh ouais d'accord, le Docteur Lacave, il aime bien les bonshommes tout carrés, taille à coups de serpe, qui se mettent des mandales dans la tronche. » Mais non, ça, j'ai pas l'éthique, déontologiquement, je peux pas le dire, puisque j'ai déjà parlé du Docteur Lacave avant. Alors je vais dire que le Hidden Palace d'aujourd'hui est consacré à Virtua Fighter. Virtua Fighter, un jeu légendaire que beaucoup ont aimé, mais pas moi. Moi, je préférais Soul Calibur, de toute façon, depuis toujours, Soul Edge avant, et puis voilà, que ce soit dit. Bonjour et bienvenue dans Hidden Palace. Dans le milieu des jeux de baston, il y a deux grandes écoles, celle de la 2D et celle de la 3D. Si la première est la plus ancienne et possède des ambassadeurs tels que Street Fighter ou King of Fighters, la seconde est plus récente et se démocratisera grâce à un titre majeur, Virtua Fighter. Sega avait déjà marqué un grand coup en entrant dans l'ère 3D avec Virtua Racing que personne n'attendait. Tel un pionnier voulant conquérir un nouveau territoire, Sega avait décidé d'adapter un style de jeu très populaire à l'époque avec cette nouvelle technologie. Ce style de jeu, c'est le jeu de baston. C'est dans ce contexte que naquit Virtua Fighter. La 3D permettant un réalisme plus poussé au niveau des mouvements, Virtua Fighter donne à ses persos des attitudes et des postures issues de divers styles d'arts martiaux. D'ailleurs, les mécaniciens de Virtua Racing sont en fait des tests de modélisation d'humains pour Virtua Fighter. Et dans ce jeu de combat, ni boule de feu ni attaque laser, on est dans de la simulation et non pas dans de l'arcade. Bien évidemment, la popularité du titre viendra des versions console. Virtua Fighter sera donc un titre phare de la Saturn qui doit marquer sa différence face à une PlayStation de plus en plus narquoise. Bizarrement, le jeu sort également sur 32X, l'extension 32 bits de la Mega Drive. Cet épisode a d'ailleurs été encensé par la presse. Mais la société souffre de son autoconcurrence. Deux machines à la puissance similaire sortant le même jeu étaient de trop pour les joueurs. Et comme si ça ne suffisait pas, un nouveau challenger vient s'immiscer sur ce marché très prometteur. Il s'agit de Tekken de Namco. Les graphismes sont de bien meilleure qualité que ceux de Virtua Fighter. Et pire que ça, le titre est adapté sur la console concurrente avec un résultat quasi similaire à celui de l'arcade. Ne voulant pas se laisser tacler aussi facilement, Sega sort Virtua Fighter Remix. Il s'agit d'une version avec des graphismes rehaussés et surtout une meilleure modélisation. Aux États-Unis, il était même possible de se le procurer gratuitement pour qui avait acheté Virtua Fighter un peu trop tôt. Un second épisode arrivera quelques temps après, il s'agit bien entendu de Virtua Fighter 2. La différence majeure est surtout l'arrivée de deux nouveaux personnages, Lion et Shun. Le jeu reste cependant très fidèle à son prédécesseur. Une arène inspirée de Virtua Cop fait son apparition lorsque Sarah et Jackie se battent. La conversion Saturn est également remarquable malgré quelques petites différences techniques. Le décor des niveaux est en 2 dimensions et le monde de Shun reste immobile. Alors que dans la version arcade, on passe sous des ponts, on tangue, etc. Il existe même une version Mega Drive qui bien évidemment est tout en 2D, vu les capacités techniques limitées de la console. Chose surprenante, les deux nouveaux personnages sont absents de cette version. Le jeu aurait donc dû s'appeler simplement Virtua Fighter, mais le 2 a été conservé pour coller à la tendance du moment. Arrive ensuite une sorte de spin-off de Virtua Fighter, une version du jeu où les personnages sont en Super Deformed, c'est-à-dire en SD. Cette version s'appelle Virtua Fighter Kids, les persos possèdent donc des grosses têtes et des petits corps. D'autre part, ce jeu était sponsorisé par une célèbre marque de thé japonais. On note aussi l'arrivée d'impact lorsque les joueurs donnent des coups.
Le jeu est également agrémenté de cinématiques d'introduction et de fin. Mais sous ses aspects comiques, Virtua Fighter Kids faisait surtout figure de test pour les animations faciales qui apparaîtront dans Virtua Fighter 3. Les Virtua Fighter CG Portrait sont en fait des disques avec des illustrations en CG des personnages de la série. Il en existe un par perso, donc 10 en tout. Si le joueur s'était procuré les 10 disques, il pouvait obtenir le 11e ayant Dural pour modèle. A noter qu'ils existent également sur Game Gear, où la qualité des CG est beaucoup moins impressionnante puisqu'elles reprennent les graphismes SD de Virtua Fighter Kids. Il existe d'ailleurs un épisode de Virtua Fighter sur Game Gear, appelé Virtua Fighter Mini ou encore Virtua Fighter Animation. Et pour cause, il est sorti juste après la diffusion de la série animée au Japon. Il est en 2D, mais graphiquement dépassé en raison de la console sur laquelle il se trouve. La caméra est dynamique et zoome lorsqu'il y a de l'action. Ce zoom ne rend pas vraiment hommage aux persos en les rendant plus pixelisés que jamais. Il existe d'ailleurs une version Master System de ce Virtua Fighter, mais par contre la caméra reste fixe. Virtua Fighter 3 sortira un peu plus tard avec des graphismes très détaillés. On peut désormais voir les muscles des combattants qui se contractent ou encore les pupilles qui suivent l'adversaire. Le sol n'est plus plat, mais possède désormais une topologie, ce qui change la façon d'appréhender le terrain. Le nouveau bouton d'esquive fait également son apparition et s'ajoute au trio du Punch Kick Guard. Bien évidemment, deux nouveaux persos font leur apparition. Uminoko Uji Aoi, une amie d'enfance d'Akira, qui utilise le Heiki Jujutsu comme style de combat. Et le Sumotori Arashitaka, qui aura la carrière la plus courte de l'histoire de Virtua Fighter. Bien qu'il ait été annoncé plusieurs fois sur Saturn, c'est finalement sur Dreamcast et uniquement sur cette console qu'il sera porté. Il aura la mention TB pour Team Battle. Il faisait partie des killer apps de la console en 1997, mais malheureusement, il se fera encore une fois voler la vedette par Namco et son Soul Calibur. Fighter Megamix n'est pas à proprement parler un jeu de la série, mais il comporte énormément de similitudes. C'est un jeu de baston en 3D, réunissant les plus grandes figures de Sega, à commencer par le cast complet de Virtua Fighter 2. Kid Akira et Kid Sara sont débloquables, mais ce n'est pas tout. Beaucoup de persos auront des coups tirés de Virtua Fighter 3. Par exemple, les contrôles de Janet sont les mêmes que ceux d'Aoi. On trouve également un personnage qui se nomme Siba. S'il ne dit rien à personne, c'est normal, mais il n'a pas été inventé pour l'occasion. Siba est en fait le prototype d'Akira du tout premier Virtua Fighter. Ce dernier a été enlevé dans la version finale, mais on peut retrouver des séquelles sur quelques bornes qui n'ont pas été totalement rénovées. Virtua Fighter 4 ne mettra pas longtemps à pointer le bout de son stick, mais commencera par une grosse déception. Pour la première fois, un des personnages était retiré du cast. Arashitaka doit faire ses adieux car d'après les développeurs, son style de déplacement et son style de combat ne correspondent plus à la mécanique du jeu. Cependant, quelques petites nouveautés nous font vite oublier ça. Le mode training par exemple est couplé à une encyclopédie nécessaire pour comprendre tous les termes techniques du jeu. Un mode quête fait également son apparition. Il permet d'affronter des joueurs virtuels générés par la console dans une salle d'arcade virtuelle. Ce mode permet de gagner des items et des bonus pour customiser ses persos, une idée qui sera maintes fois reprise dans les jeux de baston. Lei Fei et Vanessa Lewis sont les deux nouveaux persos qui font leur début ici même. Cet épisode connaîtra d'ailleurs une évolution qui s'appelle justement Virtua Fighter 4 Evolution. Il n'y a que peu d'ajouts par rapport à la version précédente, comme par exemple de nouveaux items dans le mode quête. Ce sera surtout l'arrivée de deux nouveaux personnages qui justifieront ce titre. Go Hinogami au style judoka et Brad Burns pratiquant le Muay Thai. Vanessa Lewis pratiquait déjà cette discipline, elle la remplace désormais par le Valetudo. On peut également trouver un bonus de taille dans cette version. Virtua Fighter 10th Anniversary est une version de Virtua Fighter 4 avec le style graphique du tout premier. C'est assez étonnant mais ça plaira aux plus nostalgiques de la série. Virtua Fighter Final Tuned sera la dernière version de ce 4e épisode. Elle ne proposera que de nouveaux stages et un nouveau système de customisation des items.
Un nouveau Virtua Fighter avait été annoncé, beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus profond. On pouvait s'attendre à un RPG avec un nom de code tel que Virtua Fighter Quest. Finalement, ce sera Shenmue qui sortira. Suzuki Yu a d'ailleurs toujours assumé et souligné les liens qu'il y a entre Akira et Ryo, les deux personnages principaux des deux séries. Ryo-san, Fuku-san. Cependant, un peu plus tard, un autre jeu avait été présenté comme un Virtua Fighter Quest. Il s'agit de Virtua Fighter Cyber Generation, connu en Amérique sous le nom de Virtua Quest. Et là, les fans se sont retrouvés complètement désœuvrés face à ce titre. Croyant avoir à faire une évolution multijoueur de Shenmue, ils se retrouvent face à un jeu d'action ayant pour héros un jeune garçon qui doit tirer ses pouvoirs des combattants de Virtua Fighter. Le dernier épisode à sortir est le 5e. Il est aussi disponible sur les consoles dites de nouvelle génération, mais les deux versions sont différentes. La nouveauté principale se trouve dans la version Xbox 360 qui possède enfin un mode online pour des affrontements sur le net. Ce ne sera malheureusement pas le cas sur PlayStation 3, ce qui indubitablement pousse les joueurs à se procurer la version Xbox. Il y a toujours deux nouveaux personnages qui font leur apparition. Cette fois-ci c'est Hellblaze, le catcheur, et Helen. Il existe une version arcade qui signe le grand retour du Sumotori, dont les versions consoles sont dénuées. Mais il existe une pétition que vous pouvez même aller signer pour que Sega réintègre Arashi Taka. Il y a une dizaine d'années, on n'attendait pas Sega sur le marché des jeux de baston, et pourtant, Virtua Fighter fait partie de ces jeux qui ont su marquer une époque, mais aussi toute l'industrie. Car plus qu'une nouvelle technologie, la série a su proposer un nouveau gameplay et une nouvelle façon d'appréhender les jeux de baston. Et oui, c'est déjà la fin de ce 100%, donc un 100% du lundi, le jour de la lune, un 100% qui sentait quand même bien la fatigue accumulée pendant le week-end, puisque moi le week-end je sors, je fais des trucs complètement fous, je reste pas du tout devant ma télé, devant ma console, à jouer à Oblivion pendant 2 petites heures, malheureusement, c'est tout ce que je peux jouer, et en plus après je m'aperçois qu'il y a eu un bug, il y a un des personnages qui est mort, et puis moi j'aime pas que les personnages y meurent, alors bon, je relance toute ma sauvegarde, et puis j'ai plus que 5 minutes à jouer. Et donc je vous fais des gros bisous et faites attention quand vous jouez à Oblivion, avant de sauvegarder définitivement et d'écraser votre sauvegarde précédente, vous faites bien le tour du monde entier pour vérifier qu'il n'y a pas un personnage qui gît dans un fossé avec un ours en colère à côté. Voilà. Et demain c'est Davy, après-demain c'est moi, et puis en attendant, je vous fais plein de bisous, tout partout. Enfin presque. Bisous.